Bienvenue dans notre émission En pleine recherche. Vous le savez, nous essayons de mettre en valeur sur cette petite chaîne à laquelle je suis très attachée, le travail des chercheurs, des scientifiques, des médecins, de tous ceux qui sont utiles pour la société, pour les patients, pour les malades et pour nous tous. Nous avons d'abord la première fois parlé de santé mentale, ensuite d'hématologie et aujourd'hui, place à l'endocrinologie avec notre invitée qui est directrice de recherche à l'INSERM, Judith Favier. Bonjour Judith. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Je précise que vous êtes aussi la présidente de la Société nationale d'endocrinologie, Société française d'endocrinologie. Et que vous dirigez une équipe au sein de l'INSERM. Vous allez nous expliquer ce que vous faites et vers quoi s'orientent vos travaux. Vous travaillez essentiellement sur ce qu'on appelle les cancers endocriniens rares. Vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, parce que nous ne connaissons pas tous ce que veut dire votre spécialité, qu'est-ce que c'est que l'endocrinologie ? Donc l'endocrinologie, c'est très vaste. Donc c'est la discipline scientifique, médicale qui va s'intéresser en fait aux hormones, donc à toutes les glandes endocrines. D'accord. Donc ça c'est extrêmement vaste. Ça va donc de la surrénale au pancréas, à la thyroïde. Parce qu'on parle beaucoup de la thyroïde, exactement, bien sûr, à la l'hypophyse, le système reproducteur. Ça va impliquer donc le diabète, ça va impliquer les questions de transidentité aussi. Donc l'os, c'est une discipline en fait extrêmement vaste. Et qui a donc des ramifications avec énormément de problèmes cardiovasculaires, de cancer, c'est ça. Voilà, donc il peut y avoir des dérèglements de ces glandes endocrines qui donnent lieu à énormément de pathologies. Moi, personnellement, je travaille sur des tumeurs endocrines. Donc quand une tumeur se développe dans une glande endocrine. Donc c'est ça ce qu'on appelle les cancers rares. Combien y en a-t-il à peu près de cancers rares ? Je ne sais pas si on peut demander ça, mais... Un cancer rare, la définition d'un cancer rare, c'est un cancer qui va toucher quelques cas pour 100 000 personnes par an. Après, les cancers rares sont rares, mais il y a beaucoup de cancers rares que, en fait, quand on additionne tous les cancers rares, ça fait à peu près 20% de tous les cancers. D'accord. Donc, en fait, c'est pas si rare. D'accord. Et vos patients, j'allais dire, sont des patients plutôt âgés ou jeunes, ou au fond, c'est très divers ? Alors, moi, je travaille sur des cancers qui ont la particularité d'être très souvent héréditaires. D'accord. Donc, ils sont causés par des mutations dans une famille. Et donc, de ce fait, en fait, ils peuvent se développer fréquemment chez des jeunes adultes, voire chez des enfants, en fait. D'accord. Ça fait très longtemps, je crois, que vous travaillez sur les cancers rares. Enfin, on va revenir aussi à vos... bien que vous soyez très jeune. Pas si jeune. Vous avez porté toute votre attention et tout ce travail, évidemment, incroyable que vous faites. Est-ce que vous avez eu le sentiment, oui, j'imagine, mais de faire progresser et la science et surtout, j'allais dire, ce qu'on peut fournir aux malades et aux patients ? Alors, moi, en effet, j'ai commencé à travailler sur ces cancers pendant ma thèse, donc il y a plus de 25 ans, par hasard. Et puis, finalement, j'ai tiré un fil que j'ai jamais arrêté de débobiner et je suis restée vraiment dans cette thématique. Et en effet, en 25 ans, la discipline a complètement été révolutionnée. D'abord par la génétique, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée par cette porte parce qu'on a identifié dans des familles des mutations dans des gènes ou des anomalies génétiques qui donnaient une prédisposition à ces tumeurs, un risque plus important de développer la maladie, et potentiellement jeune, en effet. Et en fait, cette génétique a complètement révolutionné toute la compréhension qu'on avait de cette maladie, de ces maladies rares qui étaient mal connues. D'abord dans leur prise en charge parce que on s'est mis à faire du dépistage génétique, à suivre des familles, à suivre des patients porteurs de mutations mais pas encore malades pour essayer de prévenir ou en tout cas de détecter très tôt la maladie pour pouvoir la prendre en charge plus facilement. On a développé du coup plein d'approches de biomarqueurs, etc. parce qu'on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait à cause de cette compréhension des mécanismes. Et puis maintenant on essaye d'avoir des thérapies spécifiquement, ce qu'on appelle des thérapies ciblées, donc pour faire de la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'en fonction de la mutation du patient, on va être capable de lui proposer un traitement dont on pense qu'il devrait fonctionner plus qu'un autre. Donc, on n'a pas fini, malheureusement, mais on a beaucoup progressé, oui. Et on peut dire que, par exemple, est-ce qu'on peut donner un pourcentage de ces cancers que vous étudiez, que vous continuez à essayer de vaincre, évidemment. Quel est le pourcentage de réussite, ou j'allais dire de guérison ? Est-ce qu'on peut donner une... Alors ça, c'est difficile de faire des statistiques, notamment sur les maladies rares, en fait. D'accord, c'est surtout qu'en fait, on a des nombres quand même qui sont réduits. Ce qu'on sait, c'est que la prévention qu'on peut faire dans la détection, notamment des tumeurs précoces, a vraiment amélioré de façon significative le pronostic, parce qu'on détecte
détecte les tumeurs plus tôt, qu'on va les enlever avant qu'elles deviennent métastatiques, très agressives. Et des vrais chiffres, c'est toujours un peu plus difficile, très difficile pour ce genre de maladie. Ça nous ramène, ce que vous dites évidemment nous emmène à une question fondamentale, c'est-à-dire les conséquences, évidemment favorables ou pas, mais importantes pour le patient, le malade. Vous êtes du côté de la recherche, mais évidemment tout ce que vous nous dites, c'est ce qui fait du bien à la collectivité et hélas aux patients. Quand vous repérez ces cancers de façon précoce, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez encouragé des patients à faire des tests, vous avez détecté sur le plan génétique des risques? Alors en fait, donc en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier patient qui arrive avec un cancer ou une tumeur. Oui. Systématiquement, pour cette maladie, on propose un test génétique, en fait. Parce que comme la proportion de formes héréditaires est extrêmement importante, c'est proposé à tout le monde, quelle que soit la présentation. Parce qu'il y a des formes qui peuvent être cliniquement plus suggestif d'une forme héréditaire, s'il y a plusieurs tumeurs à plusieurs endroits, par exemple, parce que c'est des gens qui peuvent avoir plusieurs tumeurs dans leur vie, en fait. Donc, une fois qu'on trouve la mutation, donc il y a le service de génétique, notamment à l'hôpital Pompidou, qui est extrêmement actif là-dessus, on cherche la mutation. Et si on la trouve, parce que maintenant, on fait quand même de façon quasiment systématique, ensuite, on propose à la famille de venir faire un test génétique. Évidemment, ça se passe dans une consultation très encadrée avec un psychologue, etc. Parce que c'est des choses qui sont lourdes pour les familles. C'est très délicat. Voilà, de porter cette hérédité, de l'avoir transmise à ses enfants. Et il y a des réticences parfois de ceux qui suivent et qui ne veulent pas faire de test. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Il y a des gens qui, en effet, ils n'ont pas forcément envie. Puis après, les histoires familiales, c'est toujours... Quand on fait les tests génétiques, d'abord, si on ne trouve pas la mutation, on peut rassurer les gens en leur disant, voilà, tout va bien, rentrez chez vous, au revoir. Et puis, si on la trouve, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, de le savoir, ça change énormément. En fait, parce que du coup, on va avoir une prise en charge, on va venir tous les ans, comme les femmes peuvent faire une mammographie, des choses comme ça, là, on va faire une prise de sang, éventuellement une imagerie. Et puis ça permet de trouver des tout petits tumeurs qu'on enlève tout de suite et puis qui sont beaucoup moins agressives. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire, en effet. Énorme progrès, considérable, le traitement est moins lourd. Est-ce qu'on peut dire que physiquement, vous êtes à côté des malades ou c'est pas comme ça que ça se passe? Moi? Oui. Alors moi, non. Voilà, votre unité de recherche. Moi, à un moment, vous aviez été à Pompidou. Moi, je suis chercheuse, je suis une scientifique pure, mais j'ai une équipe, en fait. Dans mon équipe de recherche, tous les autres sont des médecins. D'accord. Voilà, c'est la particularité de mon équipe. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, même si je ne suis pas médecin moi-même. J'ai toujours voulu faire de la recherche translationnelle et vraiment au plus près du malade. Et donc, dans mon équipe, il y a beaucoup de médecins. Et donc, on a vraiment des interactions permanentes et on essaye le plus possible de transférer très rapidement, en fait, les résultats de la recherche au laboratoire dans la pratique clinique. Évidemment, d'où l'efficacité et la nécessité de ces recherches. Parlez-nous juste de la récidive. C'est important, bien sûr, parce que malheureusement, un cancer peut être guéri, mais il peut y avoir des récidives. Là-dessus, est-ce qu'on a fait des progrès, surtout dans vos domaines ? Alors, la récidive, évidemment, c'est le point crucial, parce qu'en fait, la première tumeur, on peut l'enlever, en général, éventuellement chirurgicalement. Et puis, parfois, il y a dans ces tumeurs des cellules qui vont aller s'échapper et puis qui vont partir, en fait, notamment dans la circulation sanguine ou lymphatique. Et puis, elles peuvent rester là, dormantes pendant longtemps, et un jour, elles vont ressortir quelque part et faire une deuxième tumeur qu'on appelle une métastase. Et ça, évidemment, c'est ça le point le plus critique pour les patients. Et la cause première de mortalité du cancer, en fait, c'est la maladie métastatique. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est en effet d'identifier le plus tôt possible, éventuellement, la présence de ces cellules. On peut les traiter rapidement après la chirurgie. Et puis, si on ne les a pas traitées, d'avoir des biomarqueurs qui vont permettre rapidement, par exemple, des biomarqueurs circulants, ce qu'on appelle les biopsies liquides maintenant. Donc, en fait, des biomarqueurs qu'on trouve dans le sang, comme l'ADN circulant ou des cellules tumorales circulantes qu'on peut détecter et qu'on va pouvoir détecter avant même que la tumeur soit visible par les techniques d'imagerie classiques. Il y a des techniques qui sont très, très sensibles et qui doivent permettre d'identifier cette récidive pour pouvoir ensuite la traiter, évidemment. Et beaucoup plus tôt, évidemment. Voilà, toujours. C'est toujours ça la clé, au fond, absolument, de la guérison d'un cancer, c'est prendre très tôt. Donc, on comprend bien qu'évidemment, le progrès technologique est fondamental pour vous. Enfin, vos progrès, vous l'avez fait parce que l'imagerie a progressé, parce que... Bien sûr, les techniques, toute la génomique qui a été l'air des 20 dernières années, disons, vraiment nous a fait faire des progrès absolument majeurs. Avant le séquençage, etc., c'était très compliqué. Moi, quand j'ai commencé, on prenait un gène, puis un autre, puis un troisième. On avait des algorithmes, etc. Maintenant, on séquence tout d'un coup. Et puis, on a le résultat en quelques semaines, alors qu'avant, ça pouvait prendre
des mois, voire des années pour certains. Donc ça a énormément progressé. Et puis l'imagerie, évidemment, aussi. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle. Oui, et là, on ne peut pas nier le progrès que ça constitue pour vous, cette intelligence artificielle, de rapidité de diagnostic. Ah bah, bien sûr. Okay. Oui. Oui, et ça, vous en faites un usage. Alors, pour l'instant, on commence. Oui. On n'en est qu'au début, mais c'est vertigineux. On imagine, en effet, que probablement, rapidement, on va avoir des algorithmes et des machines. Alors, sur l'imagerie, ça, c'est certain. Ça va être très, très important. Mais même, la technologie sur la génétique, sur la génomique, elle nous permet, encore une fois, d'avoir des capacités de séquençage et donc d'analyse. En fait, parce que ces données, c'est des méga données. Sûr. Et si ça se regroupe plus rapidement grâce à l'IA, vous allez plus vite. Oui. Exactement. Ouais. Et donc, on ne peut que louer ce progrès-là. Un tout petit mot de la fondation, peut-être, Judith, c'est la Fondation Université Paris-Cité. Enfin, vous étiez d'ailleurs étudiante là, au fond. Absolument. Vous revenez à là où vous étiez. C'est une très grande université de recherche au sens large. Et cette fondation aide les chercheurs. En quoi cela vous a aidé, vous, ce soutien ? Les aides des fondations, en fait, pour les chercheurs, c'est vraiment essentiel, et en particulier, notamment de la fondation UPC, parce que, en fait, on est dans un système, donc, comme on l'a dit, qui coûte très cher. La science, les données à large échelle, etc., ça coûte beaucoup d'argent. Donc, la vie d'un chercheur, ça consiste beaucoup à chercher de l'argent, en fait. Même si on est dans un pays où l'État participe beaucoup. Exactement. Donc, on a la chance d'avoir des unités, les universités, l'hôpital, où on nous donne le socle, les postes quand même permanents qu'on a. Donc c'est vrai qu'on râle beaucoup, on aime bien râler. Objectivement, on a quand même une chance en France d'avoir des postes statutaires qui nous permettent d'avoir une carrière sans avoir cette pression tout le temps sur les résultats à générer, etc., qui donne aussi de la liberté aux chercheurs. Mais parallèlement à ça, il y a quand même les coûts des projets. Et c'est vrai que les fondations donnent une souplesse qu'on n'a pas forcément dans les financements plus standards. Via les fondations, on peut avoir de l'aide sur des projets comme ça, et puis surtout, encore une fois, de la souplesse et de la liberté qui sont vraiment essentielles, parce que, encore une fois, ce que je disais, on tire des fils et puis on a une idée, mais en fait, finalement, on était parti sur quelque chose, on a un résultat qui nous amène complètement à autre chose. C'est des choses qui ne sont pas toujours faciles dans les financements standards et qui sont aidées par les fondations. Ce que vous nous dites, c'est que vous avez donc un travail collectif. Enfin, d'abord, comment s'organise votre journée de travail de chercheur, vous Alors, parce que vos 20 chercheurs ne sont pas autour de vous toute la journée. Non, ils ne sont pas très loin, en l'occurrence. On travaille quand même en équipe assez soudée. Hein. C'est un vrai travail d'équipe. Oui. La richesse du métier de chercheur, c'est que moi, je ne suis pas du tout capable de définir une journée type. Hein. On fait de la com, on fait de la science, on fait du management, on fait de l'administratif, on cherche de l'argent, on fait des choses toute la journée extrêmement différentes. D'accord. Quand même, en effet, souvent en équipe. Alors moi, maintenant, je ne suis plus à la paillasse. Malheureusement, j'ai abandonné. La paillasse, c'est le petit socle sur lequel on faisait nos petites... Je fais plus les expériences véritablement. Il y a les jeunes autour de moi qui font ça, mais par contre, je regarde ce qu'ils font, je discute avec eux de leurs résultats. Oui, parce que la et discussion, puis, c'est très on riche, suggère... en fait, c'est ça. C'est une idée surgit et tout d'un coup, c'est ça qui est formidable, évidemment. Je remarque, Judith Favier, que vous n'êtes pas si nombreuses femmes dans les laboratoires. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on sait que les sciences et les études scientifiques sont pas du tout désertées par les femmes, mais elles n'y vont pas forcément naturellement. Alors, c'est de moins en moins vrai. Mais c'est de moins en moins vrai. Donc, ça a beaucoup changé. En l'occurrence, j'ai lu un article ce matin qui disait qu'en France, aujourd'hui, il y a 50,5% de femmes médecins. Et dans les laboratoires, c'est pareil. Moi, je suis dans un centre de recherche qui est dirigé par une femme, Jessica Zuckman-Rossi, et dans lequel la moitié des chefs d'équipe sont des femmes. On est à la parité. Après, c'est vrai que les femmes, je pense... Il y a beaucoup de femmes en recherche. Oui. Moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de filles, en l'occurrence. Mais il y a... Parfois, c'est vrai, un petit peu d'inhibition sur les postes de responsabilité où les filles ont un petit peu de syndrome de l'imposteur. Voilà. Mais franchement, ça change beaucoup. Oui. Donc, c'est en train de changer beaucoup. Vous êtes à la manœuvre. Et j'imagine aussi les apports de chercheurs étrangers. Enfin, je pense que tout ça circule entre l'Amérique, alors voilà, on va peut-être avoir un retour malheureusement, de chercheurs américains. Vous allez revenir. Exactement. Chez vous. Il y a peut-être une fenêtre là pour faire venir des grands scientifiques. Et qui sont toujours utiles. Exactement. Et c'est fécond. Oui, absolument. Et donc, après, nous, on travaille aussi beaucoup avec... En fait, en Europe, on est organisé au niveau européen. C'est quand même une force de la France aussi, hein, et notamment, par exemple, sur les maladies rares, où on est très bien, beaucoup mieux organisé, par exemple, que les Américains. Et presque, on peut dire plus efficace. Enfin, est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas si on est plus efficace.
Mais on n'est pas si mal, on n'est pas si mal, franchement. Il n'y a pas de honte à avoir. Ben non. Donc c'était Judith Favier, endocrinologue, grande chercheure. Vous avez mieux connu et mieux compris comment travaillent ces chercheurs, en lien toujours, bien sûr, avec les patients qui ne sont jamais loin et qui profitent de toutes ces avancées. Merci infiniment. Merci à vous. On parler de votre métier. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission autour de la recherche.